Le meurtre de Karine Esquivillon, l'histoire d'un long mensonge, épisode 1. Il faisait particulièrement chaud. C'était le week-end de l'Ascension, en 2023. J'étais avec ma famille, cherchant un peu de fraîcheur dans le seul café-brasserie d'un village en plein cœur du Mâconnais. Dans la salle du restaurant, une télévision était branchée sur BFM TV. Il y avait un homme qui témoignait, le regard triste, le crâne dégarni, une chemise printanière. Entre le bruit du percolateur du bar derrière moi, les clients qui rentraient et les rires des enfants, j'avais du mal à comprendre tout ce qu'il disait. Alors je me suis rapprochée de l'écran. Sa femme, Karine, avait disparu depuis plusieurs semaines. Un départ prémédité, selon lui, mais il s'en étonnait tout de même. On se disputait quasiment jamais. Nous, on va à la maison, on ne boit pas, on ne fume pas. Mes enfants peuvent le dire. Jamais. C'est les seules fois où on peut se disputer. C'est même pas des disputes. On peut se reprocher des fois des petites choses, mais ça va jamais à la dispute. Puis on n'avait aucune raison. En plus, les choses ça roulait, quoi. Je scrutais son visage, ses gestes, ses mots balbutiants, et je me souviens clairement m'être dit « Ce type, il n'est vraiment pas net ». Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Karine Esquivillon, 54 ans, s'est évaporée le 27 mars 2023 à Maché, en Vendée, abandonnant toute sa famille. Son mari, Michel Pial, et ses 5 enfants. En France, chaque année, environ 70 000 personnes disparaissent. Certaines volontairement, d'autres non. Comme Karine Esquivillon. Mais avant de vous raconter le dénouement tragique de cette histoire, laissez-moi vous parler de Karine et de Michel, un couple sans histoire, comme toujours, en apparence. Sachez que dans le 3e épisode de cette saison, je serai en ligne avec Eva Louise, la fille aînée de Karine et de Michel. Et dans le 4e épisode, Adélaïde, la sœur de Karine Esquivillon, sera en studio avec moi. Elle nous racontera qui était sa sœur et le dénouement tragique de cette affaire. Lundi 27 mars 2023, 16h30, commune de Maché, en Vendée. Sous un beau soleil de début de printemps, les enfants quittent leur collège dans un mélange d'excitation et de fatigue de fin de journée. À la sortie, contrairement à d'habitude, les parents de Gabin et Victoire, 14 et 12 ans, j'ai changé leur prénom, ne sont pas là. La surveillante les a rassurés. Votre papa a appelé, il aura un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas. Et en effet, Michel, le père des 2 enfants, arrive un quart d'heure après la sonnerie. Il est transpirant, son pantalon est sale, maculé de terre. Il a l'air sonné. Karine, son épouse, n'est pas avec lui. Bizarre, pensait Emmanuel, une amie du couple et mère d'élèves. Ces 2-là sont inséparables et surtout jamais en retard. De but en blanc, Michel annonce à Emmanuel « Karine est partie. Elle a pris quelques affaires et nous a quittés. » Partie. Emmanuel a bien du mal à y croire. Elle connaît Karine. Jamais elle n'abandonnerait sa famille. C'est une vraie mère poule. D'autant que Gabin, son fils, est atteint de surdité. Un handicap qui oblige Karine à être très présente pour lui. Mais Michel insiste et montre à son ami le SMS qu'il vient de recevoir de Karine. Marre de vivre à 2, mais pas en couple. Je décide de partir. De retour chez lui avec ses 2 jeunes enfants, Michel appelle l'aînée du couple, Eva Louise, 20 ans, qui n'habite plus avec eux. La jeune femme est partie faire ses études dans le sud-ouest de la France. Maman est partie avec du liquide, de l'or et des affaires, lui dit-il. Mais Eva Louise n'y croit pas non plus et rassure son père. Elle va revenir, c'est sûr. La famille de Karine, prévenue de son départ volontaire, tente de la joindre sur son portable, en vain. Karine est sur répondeur. Les heures passent et l'inquiétude grandit. Le lendemain matin, le téléphone de Victoire, la plus jeune fille du couple, bip. C'est un message de sa mère. Besoin de prendre un peu de temps pour moi, me retrouver. Bisous, je t'aime. Vous me manquiez. Fais passer le message à Gabin et à papa.
Voilà, Karine est partie, mais elle va revenir. C'est étrange, mais pas non plus de quoi s'alarmer. Oui, mais quand même, ça ne lui ressemble pas. Dans le village de Maché, on s'étonne. Ils ont l'air plutôt heureux, Karine et Michel. Bon, c'est vrai qu'ils ne se mêlent pas beaucoup à la population. Peu d'habitants les connaissent vraiment. Le couple habite dans une vieille ferme en pierre, entourée de nature, dans le hameau de la Malnoux. Karine, 54 ans, est mère au foyer. Elle a 5 enfants, 2 garçons d'un premier mariage et 3 autres enfants qu'elle a eus avec Michel, 51 ans. Lui est brocanteur, il a également 2 enfants d'une première union. Dans cette grande bâtisse, ils sont donc 4, Karine, Michel, Gabin, 14 ans et Victoire, 12 ans. Cela fait 2 jours que Karine est partie. 2 longs jours pendant lesquels sa famille s'imagine déjà le pire. Quand ces garçons issus de son premier mariage reçoivent un étonnant message de sa part. 2 photos de la dune du Pilat. Pas de selfie comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui, mais de banals clichés des dunes. Et que fait-elle là-bas? Avec qui est-elle? Karine n'a pas de voiture, ce n'est pas une aventurière, et elle est très proche de sa famille. C'est le pilier de la maison. Non, vraiment rien ne colle. Les enfants de Karine cliquent dune du Pilat sur Internet, et vous savez quoi? Les premières photos qui apparaissent sont celles envoyées par leur mère. Des photos libres de droit. Plus de doute, il est arrivé quelque chose de grave à Karine. « 31 mars 2023, 4 jours après la disparition de Karine. » Adélaïde, la sœur de Karine et d'autres membres de sa famille reçoivent à leur tour un bien étrange SMS. « Je ne vais pas donner de message pendant plusieurs jours, je pars dans un petit pays chaud. Ne vous inquiétez pas, je suis accompagnée. » À quoi rime tout ça? Adélaïde est anéantie. Jamais sa petite sœur Karine n'aurait pu partir en abandonnant ses enfants, surtout après ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Leur mère a quitté la maison alors qu'elles étaient toutes petites. Elles ont été élevées par leurs grands-parents paternels. Adélaïde raconte dans l'émission Chronique criminelle sur TFX. J'ai essayé d'imaginer ma sœur qui tombe amoureuse d'un autre homme et puis ça met un peu des ailes dans le dos. Non, je n'y crois pas, parce qu'elle ne serait pas partie sans ses enfants. De son côté, le 1er avril, 5 jours après le départ de sa femme, Michel décide d'appeler les gendarmes. Mais ils ne sont pas inquiets, elle va revenir, lui disent-ils. Puis, le 3 avril, le père de famille finit par se déplacer dans les locaux de la gendarmerie de Challans. Je souhaiterais déposer une main courante. Ma femme a fait un abandon de domicile. Oui, vous avez bien entendu, il parle d'un abandon de domicile. Il confirme ainsi que Karine est partie volontairement. Et il ajoute qu'elle a pris avec elle le livret de famille, 14 000 € en liquide, l'équivalent de 30 000 € en pièces d'or et quelques effets personnels. De quoi, selon lui, refaire sa vie ailleurs. Il se dit inquiet pour ses enfants. Et si Karine décidait de revenir pour les enlever? Mais les enquêteurs ont bien du mal à prendre cette hypothèse au sérieux. Les jours passent et l'angoisse grandit pour tous les proches de Karine jusqu'à ce 9 avril 2023. Dimanche 9 avril 2023, 13 jours après la disparition de Karine Esquivillon. L'air est doux et le ciel dégagé. Frédéric Ringer, le maire de la commune de Maché, se balade avec son épouse. Le long de la route départementale 40, à quelques mètres d'une aire de covoiturage, dans le fossé, son regard s'arrête sur un téléphone portable abandonné au sol. Il n'est pas abîmé, aucune trace d'humidité, et il a même encore un peu de batterie, mais plus de carte SIM. Dans l'une des poches de l'étui, il y a une photo. Le maire de Maché reconnaît assez vite le visage d'Eva Louise, la fille aînée de la famille Pial. Karine a dû perdre son téléphone. Naturellement, il se rend au domicile du couple et dépose dans la boîte aux lettres le portable. La maison est vide. Il appelle alors Michel pour lui annoncer qu'il a retrouvé le téléphone de sa femme. Mais Michel n'a pas l'air étonné. « Karine a quitté la maison, lui répond-il, et elle lui a piqué toutes ses économies. » Frédéric Ringer raccroche avec une drôle d'impression. Karine n'a pas le profil d'une femme fugueuse. Alors, il s'empresse d'appeler la gendarmerie.
La disparition de Karine n'a plus rien de volontaire. Les gendarmes informent le parquet des Sables d'Olonne qui ouvre une enquête préliminaire pour disparition inquiétante. S'ils ont tardé à démarrer leur recherche, plus question de perdre de temps. De gros moyens sont mis en place pour tenter de retrouver Karine Esquivillon. Un hélicoptère survole la région, des hommes grenouilles sondent les eaux et rivières, les champs sont fouillés, mais aucune trace de la mère de famille. Les gendarmes perquisitionnent la maison du couple. Toutes les pièces sont minutieusement fouillées. Le puits au fond du jardin est sondé. Des traces ADN sont relevées un peu partout. Plusieurs armes de poing et d'épaule sont saisies, le véhicule de Karine, mais également le portable et l'ordinateur de Michel. Michel qui assiste sans broncher à toute la scène. Quelques jours plus tard, il raconte cette perquisition au micro de BFM TV. Ils avaient mis des films occultants ici et ici. C'est comme ils ont mis du produit partout par terre. Il y avait l'escabeau qui était là. Je pense qu'ils ont dû prendre des photos pour voir s'il y avait quelque chose qui s'illuminait, quoi. Le puits est là. Donc les plongeurs ont été vérifiés à l'intérieur. Il fait à peu près 7 mètres de profondeur. Michel Pial n'est pas avare d'interviews et se prête volontiers au jeu des questions-réponses avec les nombreux journalistes qui l'appellent ou se déplacent pour tenter d'en savoir plus. Oui, parce que, vous avez bien compris, à ce moment de l'histoire, les suspicions ont commencé. Alors Michel prend les devants. Je comprends les suspicions à mon égard. Il y a eu des précédents comme l'affaire Daval ou Jubilard, déclare-t-il aux médias. « 17 avril 2023, 3 semaines après la disparition de Karine. » Le parquet de La Roche-sur-Yon ouvre une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration volontaire. 2 juges d'instruction sont sur le coup. Un groupe de travail d'une vingtaine de militaires est formé pour tenter de retrouver la mère de famille. Le 9 mai 2023, un appel à témoins est lancé. La photo de Karine Esquivillon circule dans les médias et les commissariats. Voici ce qu'on peut lire sur l'appel à témoins. 1m67, cheveux noirs mi-longs frisés, yeux marrons. Elle a un tatouage de 25 cm dans le bas des reins qui représente 7 fleurs de lys. Pendant ce temps, son mari, les larmes aux yeux, raconte son calvaire, comme ici, au micro d'une reporter de TF1. C'est un enfer. C'est un enfer d'attendre et puis de ne pas savoir. Si le reporter pose cette question à Eva-Louise, ce n'est pas par hasard. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, Michel Pial est dans le collimateur des enquêteurs. Vous le savez maintenant, dans les disparitions ou morts mystérieuses, les proches sont souvent les premiers suspects. Et puis, il est quand même bizarre, ce mari, à ouvrir sa porte à tous les journalistes et raconter que sa femme est partie volontairement avec de l'argent, de l'or et le livret de famille. Donc, pendant que Michel s'épanche dans les médias, les gendarmes de la section de recherche de Nantes creusent dans l'intimité du huis clos familial. Et bien sûr, ils vont découvrir une réalité bien différente de l'image lisse et sans histoire de ce couple. Bon, pas besoin de tourner autour du pot plus longtemps, Karine et Michel, c'est un leurre. Ça fait plus de 3 ans que le couple est séparé, c'est Michel qui le raconte aux journalistes. Ils vivent sous le même toit pour des questions pratiques. L'argent d'abord. Aucun des deux ne roule sur l'or. Et puis, il y a leur fils, Gabin, son handicap. Alors, d'un commun accord, Michel et Karine ont opté pour une cohabitation. Pourtant, au début, comme toujours dans les histoires d'amour, ils y ont cru. Printemps 2002. Nichée au cœur d'un parc verdoyant, non loin de la forêt de Montmorency, la clinique des orchidées accueille des patients en demande de soins psychiatriques. Michel Pial s'est fait interner il y a quelques jours. Il tente de refaire surface. Le jeune homme, d'une 30aine d'années, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il vient de se séparer de son épouse, avec qui il a eu 2 enfants. Et il veut en finir avec son démon, l'alcool, qui lui a coûté son mariage. Karine Esquivillon, 33 ans, ne va pas bien non plus. Elle est en pleine dépression après une séparation compliquée.
Son ex-mari et ses 2 garçons sont restés à La Réunion. Elle est seule en métropole et ses fils lui manquent terriblement. Elle aussi est en convalescence dans ce centre de repos. Les 2 écorchés font connaissance, ils se confient et débutent une belle histoire d'amour. À leur sortie, ils s'installent dans un appartement dans l'Oise, en région parisienne. Les 2 amants reprennent goût à la vie. Un peu plus d'1 an après leur rencontre, naît leur fille, Eva-Louise. La petite famille s'installe ensuite en Bretagne, avant de poser définitivement ses valises en 2008 au lieu dit La Malnou, dans la commune de Maché, en Vendée, dans une jolie bâtisse en pierre dorée et au volet vert amande, entourée de champs et d'exploitations agricoles. Karine tombe enceinte à nouveau. Elle accouche prématurément d'un petit garçon. Gabin est atteint de surdité qui nécessite de nombreuses hospitalisations. Puis, 2 ans plus tard, une petite fille viendra agrandir la famille. Vous la voyez, la jolie photo ? Karine, boucle brune en cascade et grands yeux noisettes. Et Michel, papa comblé, entouré de ses 3 beaux enfants. Une amie proche du couple, interrogée dans l'émission Chronique criminelle sur TFX, dira en parlant d'eux: c'est une famille unie qui respire le bonheur. C'est le couple qu'on aimerait former avec un homme ou une femme. Presque un peu trop cliché, vous ne trouvez pas ? Michel est un brocanteur du Bon Coin. Il travaille à son compte. Sa clientèle est à 80% basée à l'étranger. C'est ce qu'il explique sur son compte LinkedIn. Une clientèle en quête d'objets rares, comme des éditions originales de BD ou des livres anciens. Michel s'est également pris de passion pour les armes à feu. Il en possède de nombreuses. En 2014, il s'est inscrit dans un centre de tir et est devenu tireur sportif. Karine, de son côté, est dévouée à ses enfants et au quotidien de la maison. Depuis la naissance de Gabin, elle ne travaille plus. Elle est passionnée de déco et se verrait bien reprendre un travail dans cet univers. Mais pour l'heure, rien n'est plus important que le bonheur de ses enfants. Si certains se font une image idyllique du couple, d'autres sont plus sceptiques, à commencer par la sœur de Karine. Adélaïde a toujours trouvé que son beau-frère avait un comportement étrange. Il contrôle les moindres faits et gestes de sa petite sœur. Quand elle appelle Karine, par exemple, Michel est toujours derrière elle. Il écoute tout. D'ailleurs, il a installé la géolocalisation sur le portable de sa femme. Il lit ses messages et vérifie le moindre de ses appels. Même chose avec les ordinateurs de la famille, tous contrôlés par Michel. Et puis, il y a une amie de Karine qui confie à des journalistes qu'elle parlait beaucoup de ses enfants, mais jamais elle ne prononçait le nom de Michel Pial. La belle histoire prend du plomb dans l'aile, et ce n'est que le début. Côté enquête, les jours passent et Karine Esquivillon reste introuvable. Mais ne vous y méprenez pas. Les gendarmes entendent de nombreuses personnes et recueillent une multitude d'informations sur Michel Pial. Michel, qui, fidèle à lui-même, parle. Il parle tellement qu'il raconte parfois des versions totalement différentes de ce 23 mars à ses proches et aux médias. À certains, il raconte avoir couru derrière un taxi qui emmenait Karine. Ah non, c'était un Uber. Mais à d'autres, il dit n'avoir rien vu. Mais par contre, il a entendu le bruit d'un moteur d'une voiture. Et puis à d'autres encore, il dit n'avoir rien vu ni rien entendu. Il parle aussi de leur chat qu'il a dû rattraper dans le jardin, et c'est à ce moment que Karine est partie. Les profilers de la gendarmerie écoutent minutieusement chaque version du père de famille et notent toutes les incohérences. Les réseaux sociaux s'enflamment et incriminent directement Michel Pial d'être derrière la disparition de sa femme. Michel menace alors de porter plainte pour cyberharcèlement contre ses détracteurs. Tout le monde s'inquiète de la disparition de Karine. Et son mari, lui, lance une procédure de divorce. Pour un homme qui se dit inquiet et qui supplie sa femme dans les médias de donner un signe de vie, la procédure tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous en pensez quoi, vous ? En tout cas, les enquêteurs sont maintenant certains que ce n'est pas Karine qui a envoyé les SMS à sa famille. Son téléphone n'a jamais quitté la commune de Maché. Rappelez-vous, il a été retrouvé à 5 km de sa maison par le maire de la commune. Et il a toujours borné à côté de celui de Michel Pial. La déduction est assez simple.
Michel est certainement l'auteur de tous ces messages. Dimanche 4 juin 2023, c'est le jour de la fête des mères. Michel Pial en profite pour s'adresser directement à Karine sur Facebook. Et voilà ce qu'il écrit. Si tu nous lis, sache que nous pensons très fort à toi. Les enfants te souhaitent une bonne fête des mères. Ils t'aiment et tu leur manques beaucoup. Donne-leur des nouvelles s'il te plaît. Gabin et Victoire ont fait de beaux dessins à leur maman avec des petites fleurs, des pétales de rose collés sur une feuille et accompagnés de ce texte « Bonne fête maman, on t'aime ». Mais ces déclarations d'amour et ces appels au secours ne donnent rien. 2 mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon, le 12 juin 2023, le parquet de La Roche-sur-Yon étend l'information judiciaire pour des faits de meurtre. 14 juin 2023, au matin. Comme d'habitude, Michel Pial dépose ses 2 plus jeunes enfants au collège. Et comme d'habitude, on imagine qu'il les embrasse, leur souhaite une bonne journée et leur dit à ce soir. Puis il reprend la route vers la Malnoux. À son retour, cette fois-ci, il est attendu. Monsieur Pial, il est 8h30 du matin, vous êtes placé en garde à vue pour le meurtre de votre épouse, Karine Esquivillon. Une longue perquisition démarre au domicile du couple, la 2e depuis la disparition de Karine. Voilà plus de 2 mois que Karine Esquivillon n'a plus donné signe de vie. Ce matin, son mari, qui affirme que c'est un départ volontaire, a été interpellé chez lui et placé en garde à vue. Que cherchent les enquêteurs? Une perquisition est actuellement toujours en cours au domicile familial. Première découverte des gendarmes, le livret de famille. Pourtant, Michel a toujours affirmé que sa femme était partie avec. Les enquêteurs mettent aussi la main sur la carte d'identité de Karine Esquivillon, son seul document d'identité. Pour une femme qui décide de partir volontairement, laisser sa carte d'identité n'a rien de cohérent. En milieu d'après-midi, Michel Pial est emmené au commissariat de La Roche-sur-Yon pour la suite de sa garde à vue pour meurtre. Ils ont des billes, les gendarmes. Des billes pour faire parler Michel Pial. Ils ont du temps également, 48 heures. 48 heures pour le faire craquer. Les auditions s'enchaînent, mais Michel tient bon. 2e nuit de garde à vue. Les premiers rayons du soleil ne sont plus loin et la fin de la garde à vue approche. On fait revenir Michel Pial pour une énième audition. L'homme est à cran. Son scénario ne tient plus. Après 2 mois et demi de mensonges, il avoue. Oui, il a tué Karine. Mais il le jure, c'était un accident. Il prenait en photo l'une de ses armes en vue de la vendre sur le Bon Coin. Un fusil de chasse, 22 longs rifles, équipé d'un silencieux. Et puis, le coup est parti tout seul. Il n'a rien pu faire. Karine, touchée au flanc gauche, est morte sur le coup. Mais au lieu d'appeler les secours, il a pris peur et il est parti enterrer le corps de son épouse dans les bois. Michel, menottes au poignet, s'engouffre dans le véhicule des gendarmes en direction du lieu où il a enterré le corps de sa femme. À bord de cette voiture, Michel Pial sort du tribunal. Il a avoué avoir tué sa femme. C'est lui qui a conduit les gendarmes jusqu'au corps de Karine Esquivillon. Portée disparue pendant 2 mois, la mère de famille a été retrouvée dans ce bois, en Vendée, à 16 km de leur domicile. Au petit matin, sur les indications de Michel Pial, la dépouille de Karine Esquivillon est retrouvée, gisant à même le sol dans un bois à Chaland. Michel Pial n'a pas pris soin d'enterrer le corps de sa femme. Il a ensuite jeté l'arme dans le lac d'Apremont. 2 chargeurs et un silencieux seront retrouvés 1 semaine plus tard dans une rivière appelée la Vie. Beau nom pour un si grand drame. Le corps de Karine est emmené dans un fourgon blanc à l'Institut médico-légal en vue d'une autopsie. Le père de famille est déféré au palais de justice de La Roche-sur-Yon pour être présenté aux 2 juges d'instruction chargés du dossier. On prévient la famille de Karine, on cherche les mots pour tenter d'apaiser la peine. Voilà, on va laisser un instant les proches de Karine Esquivillon faire leur deuil et Michel Pial au palais de justice, dans le bureau des magistrates. Pendant ce temps, intéressons-nous à la vie de Michel Pial,
l'ancienne, celle avant Karine Esquivillon, avant Éva-Louise, Gabin et Victoire. Imaginez, les gendarmes ont bossé plus de 2 mois et demi sur la disparition de Karine Esquivillon. Ils ont eu le temps de se plonger dans le passé de son mari. Un homme qui n'a rien à voir avec celui qu'il veut laisser paraître. C'est en fait un mythomane, un escroc au casier judiciaire long comme le bras et qui aurait, selon son ex-femme, tenté de la tuer. Michel Pial a avoué avoir tué sa femme accidentellement, puis déposé son corps dans un bois et enfin avoir jeté l'arme du crime dans un lac. Pendant 2 mois et demi, il a menti, s'enfermant dans ses affabulations toujours plus grosses. Mais mentir, ce n'est pas si dur pour Michel. Il a fait ça toute sa vie. Et la première qui le dit, c'est son ex-femme que j'appellerai Géraldine. Je vous emmène 30 ans en arrière dans la première vie maritale de Michel. Ça va être complètement révolutionnaire. C'est ce qu'il promet à Géraldine. Ce projet de borne interactive dans les gares et les aéroports, c'est un truc incroyable. D'ailleurs, IBM a décidé de lui acheter son brevet et va bientôt lui verser 4 millions de francs. C'est une question de jours. Géraldine y croit. Elle voit bien Michel passer de nombreux coups de fil. Ça a l'air sérieux cette histoire. Ils vont enfin devenir riches. Mais les jours passent et l'argent d'IBM n'arrive pas. Alors, Michel demande à sa belle famille de lui prêter un peu d'argent en attendant. Il faut bien nourrir leur bébé. Les parents de Géraldine acceptent et versent quelques milliers d'euros à leur beau-fils. Michel, ce n'est pas n'importe qui quand même. Il a été lieutenant dans les forces spéciales, tireur d'élite même, mais bon, chut, il faut pas trop en parler. Et puis, il est bel homme, Michel, avec ses cheveux mi-longs, châtain clair, sa silhouette fine et ses dents du bonheur. Bon, mais l'argent d'IBM se fait toujours attendre. Heureusement, cette fois-ci, il y a l'héritage du grand-père de Géraldine, 58 000 €, de quoi aider encore la famille. Ça tombe bien, car le gros chèque d'IBM n'arrivera jamais. La situation commence à devenir vraiment compliquée. Alors Michel et Géraldine, qui habitent Saint-Maurice, aux Antilles, décident de rentrer en métropole. Ils s'installent en Haute-Savoie. Michel trouve un job dans une boîte de nuit. Géraldine tombe enceinte de leur 2e enfant. Et l'argent vient encore à manquer. Mais Michel rassure sa femme. Il a joué au tiercé et il a gagné une grosse somme d'argent. Ah, dommage, il a perdu le ticket. Vous en voulez une autre ? L'homme d'affaires et industriel Serge Dassault, en personne, est intéressé par ces bornes interactives. Et lui, il lui propose 15 millions de francs. Géraldine veut y croire. Mais là encore, l'argent n'arrive pas. Et Michel est souvent absent. Pas pour son travail, comme le pense Géraldine, mais pour aller jouer au casino et dilapider l'héritage du grand-père. Et puis vient cet affreux dîner d'un soir d'automne de l'année 1999. Selon Géraldine, Michel aurait préparé une omelette aux champignons pour elle et ses parents, mais lui n'a pas voulu y toucher. La nuit suivante, pris de terribles nausées et de sueur froide, ils ont été hospitalisés en urgence. Les médecins diagnostiquent une intoxication au bolet de Satan, une espèce particulièrement vénéneuse. Soignée à temps, l'ex-femme de Michel et ses parents en gardent un très mauvais souvenir. Et avec le recul, Géraldine pense que Michel a voulu les tuer. Le couple et leurs 2 enfants s'enfoncent dans la précarité. Un jour, alors que Michel est encore absent, Géraldine reçoit le coup de fil de son beau-père. « Michel va très mal, lui dit-il. Et tout ce qu'il t'a raconté, c'est faux. Les bornes interactives, IBM, Dassault. Il vient d'être interné en maison de repos. » Géraldine accuse le coup. Nous sommes en 2002. Pendant qu'elle pleure toutes les larmes de son corps, Michel, lui, drague Karine à la clinique des Orchidées. Après 10 ans de vie commune, le constat est terrible pour la jeune mère de famille. Géraldine demande le divorce et poursuit Michel pour abandon de domicile et non-paiement de la pension alimentaire. Dans le cadre de la procédure, le juge demande une analyse psychologique de Michel Pial. Voici les conclusions. Michel Pial présente une fragilité psychologique et des demandes irréalistes et inadaptées.
Une histoire chaotique, parsemée d'échecs, une certaine instabilité et immaturité. Il a un comportement abandonnique lourd et persistant. En 2003, le divorce de Michel Pial et de Géraldine est prononcé à Beauvais et le père de famille est condamné le 10 mai 2007 à 1 an d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt est lancé pour le retrouver. En juin 2008, il est à nouveau condamné en son absence pour ces mêmes faits à 9 mois d'emprisonnement. Mais ce n'est pas tout. Michel Pial est un homme au casier judiciaire bien épais. À côté de ses condamnations pour abandon de domicile, entre 1998 et 2021, il a été condamné à 9 reprises pour des faits d'escroquerie, d'usage de faux et de contrefaçon. La dernière plainte est liée à une vente de faux lingots d'or sur Le Bon Coin. Une plainte néanmoins classée sans suite. Voilà, ça vous dresse un peu plus le personnage. Et dans sa dernière vie alors, celle qu'il avait construite avec Karine, loin de sa première épouse, comment se comportait-il ? Eva-Louise, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, il n'y a aucun souci. Eva-Louise, vous êtes la fille aînée de Karine et Michel. Vous vous appeliez, il y a encore quelque temps, Eva-Louise Pial, du nom de votre père. Comment vous appelez-vous aujourd'hui ? Alors maintenant, je porte fièrement le nom de ma mère qui est Esquivillon. Est-ce une manière pour vous de renier votre père ? Oui, totalement, oui. Le nom de famille, pour moi, c'est très important. Déjà, plus jeune, je voulais porter les 2 noms. Et avec ce qui s'est passé, je refusais catégoriquement de porter son nom, de porter sa mémoire à travers mon identité. Et ça me permettait de faire une distinction, en fait, entre lui et moi. Et enterrer ce passé-là, ce qu'il a pu être pour moi. Parce qu'à l'époque, oui, ça a été mon père. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme tel. Et ça me permettait aussi également de porter le nom de ma mère que j'ai voulu porter depuis toujours, fièrement, et d'avoir vraiment sa mémoire avec moi. Et voilà, j'avais besoin de ça pour faire cette rupture avec lui, ce deuil aussi de ce passé-là, et de pouvoir avancer avec un nom sur lequel je me sens en adéquation. Bien sûr. Alors avant de parler de votre maman, de qui était cette gentille maman, on va revenir un petit peu sur cet homme qui a été, comme vous le dites, votre père. Selon vos propres termes, Michel Pial était un peu la tour de contrôle à la maison, une sorte de gourou dont les adeptes étaient sa famille finalement malgré eux. Comment était ce père, loin des regards extérieurs, dans ce huis clos familial ? Ah oui, comme vous le dites, oui, c'était un huis clos familial. Dans la famille, en plus, on vivait dans la campagne, donc le fait d'être isolé était encore plus simple qu'en ville, je dirais. Où en ville, on a souvent des voisins de proximité, on croise souvent des gens, là où à la campagne, beaucoup moins. Mais non, c'était une tour de contrôle de partout. Que ce soit sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan scolaire, sur le plan amical, sur le plan relationnel ou même économique. On était sur quelqu'un qui était omniprésent, qui souhaitait être omniprésent. Alors, quand on a préparé l'interview, je vous ai eu longuement au téléphone, vous me parliez aussi d'une chose qui vous a marqué. Vous habitiez, en effet, dans une maison isolée, en Vendée, et évidemment, le plus simple pour vous était de partir à l'internat, au lycée, et là, ça a été très compliqué pour qu'il accepte. Et d'ailleurs, il n'a pas accepté longtemps, puisque 1 an après l'internat, vous avez dû rentrer. Racontez-nous, et qu'est-ce que ça raconte de votre père ? Et concernant le lycée, on est arrivé sur quelque chose qui était plus difficile pour les transports en commun. C'est-à-dire que je devais faire environ 4 km pour prendre le bus, prendre un premier bus, faire un changement, puis un bus, puis remarcher. Ce qui faisait qu'en plus de ça, j'avais pris pas mal d'options au lycée. Donc la décision a été prise d'avoir l'internat. Qui était une possibilité pour moi intéressante, étant donné de pouvoir être sur place directement. Ça me faisait gagner du temps, en fait, tout simplement. Ma mère était totalement d'accord avec ça, même si elle disait que sa fille allait quand même lui manquer, parce qu'on passait tous les jours à la maison, puisqu'on ne sortait pas énormément, donc on était en permanence ensemble, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est-à-dire que j'allais dormir très rarement chez une amie, et encore c'était grâce à ma mère. Les sorties en famille étaient pas souvent, c'était très rare aussi. C'était souvent ma mère qui forçait pour aller faire une petite balade en bord de mer. Donc, on part aussi sur quelque chose où on est omniprésent, tous ensemble, en permanence. Et alors, finalement, il accepte que vous partiez en internat. Pourquoi et comment ça se passe finalement ?
Parce qu'il avait pas envie de m'emmener le matin très tôt au bus, que c'était fastidieux, etc. Et que j'étais pour l'internat aussi. Donc, il a... Et puis finalement, ça lui déplaît un peu, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en internat, on a des petites libertés. On a le droit de sortir. Or, votre père n'aime pas ces libertés qu'on vous accorde. Ah oui, totalement. C'est-à-dire qu'on avait le droit à 4 heures de sortie par semaine, qu'on pouvait caler sur des horaires très particuliers. Donc c'était après des cours pendant 50 minutes ou le mercredi pendant 2 heures. Enfin, on était quand même très bien encadré par le lycée à ce moment-là. Mais c'était quelque chose où il a eu beaucoup de mal à accepter. Il avait accepté parce que, comme je le disais, je ne peux pas rester du dimanche soir jusqu'au vendredi soir sans quitter le lycée. À un moment donné, j'ai aussi besoin d'acheter des choses pour moi la semaine. J'ai aussi envie de voir certains amis. Donc non, ça a été compliqué, mais il a accepté les sorties, de par le fait que le lycée était un lycée avec un cadre assez ferme, assez posé, où le lycée faisait très attention aux élèves de façon générale. C'est-à-dire qu'on arrivait avec une minute de retard, c'était notifié auprès des parents. Donc lui s'est dit qu'il allait pouvoir malgré tout avoir ce contrôle-là. Donc il avait accepté au final. Finalement, au bout d'1 an, l'internat pour lui c'est trop, donc vous revenez vivre chez vous. Oui, c'est ça. Donc je reviens vivre à la maison. Moi-même, l'internat était compliqué pour moi parce que du coup j'avais des appels en permanence de leur part en fait. Donc pour moi c'était fatigant aussi. Donc pourquoi ils vous appelaient en permanence? Mais pour vérifier si je vais bien, ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, si le midi je suis sortie. On était sur ces questions-là qui étaient omniprésentes en permanence. Donc je reviens à la maison après 1 an. Comme disait en plus pour lui, l'internat coûtait trop cher. Donc, je reviens vivre à la maison. Donc là, c'est je me réveille à 5h, je rentre, il est quasiment 19h30, 20h, le temps de manger, de faire les devoirs, de repartir. Ça a été un rythme qui a été assez compliqué pour moi. Mais au moins, il vous a près de lui. Ah oui. Oui, c'était ça. Il m'avait près de lui. Et là, sur ce coup-ci, il y a des moments, ça m'arrivait d'y aller un peu à pied, prendre le bus, mais souvent, il venait me chercher malgré tout. Parce qu'il passait à l'épicerie là où le bus me déposait à côté, ou alors il me parlait qu'il en pouvait plus, qu'il avait envie de divorce. Donc en fait, il en profitait. Il trouvait son intérêt à venir me chercher là où il ne le trouvait pas lors de ma rentrée au lycée. Par la suite, je suis retournée aussi à l'internat, du coup pour ma dernière année au lycée. Donc finalement, vous retournez à l'internat et il est bien obligé d'accepter. Et là, votre maman se retrouve finalement toute seule avec lui, ainsi que votre frère et votre sœur. Vous avez évidemment plus de distance avec cet homme. Alors il y a une question quand même qu'on se pose. On sait que lui travaille plus ou moins pour le Bon Coin, il se dit brocanteur. Votre maman ne travaille pas. D'où tombe l'argent pour faire vivre la famille? Alors ça, c'est une question qui a été posée à maintes et maintes reprises. C'est une question que je me suis posée assez rapidement. Parce que bien entendu, quand on arrive au collège et qu'on nous demande ce que les parents font comme travail et qu'on est en incapacité de répondre, sauf pour sa mère, non, c'était compliqué. Donc vous ne savez pas de quoi votre père vit et vous expliquez en fait qu'avec votre maman, vous essayez vous-même d'enquêter, essayer de comprendre s'il y a de l'argent qui tombe, etc. Et vous comprenez peut-être qu'il y a une sorte d'argent sale, peut-être même qui circule dans le foyer. Ah oui. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle n'avait pas de compte bancaire. Elle n'avait pas accès au compte non plus. C'est-à-dire que Michel, quand on allait faire les courses, il lui disait tu peux faire les courses, où il disait fais ton talent de faire tout ric-rac en économie sucrée. Ce qui faisait qu'elle aussi se posait des questions. Elle savait qu'on touchait la hache par rapport du coup à mon petit frère atteint de surdité. Elle savait que lui-même étant... Donc c'est une aide, hein. On précise, c'est une aide pour les enfants handicapés. Son lupus touchait lui aussi la hache. Oui, parce que lui aussi était malade, donc il avait aussi une aide handicapée. Exactement. Il y avait aussi toutes les aides de la CAF, l'allocation logement, enfin familiale, voilà. Mais c'est vrai qu'on se posait par moments des questions. Il y avait des mois où on pouvait se permettre quand même une petite chose, une petite marge. Et il y a d'autres mois où ma mère me disait mais là, il faut faire les courses ric-rac, va falloir cuisiner, va falloir faire des choses, là, va falloir innover pour faire en sorte que les courses tiennent tout le mois. Et on se disait mais comment il fait? Normalement, ce sont des aides qui ne sont pas censées bouger. Et ma mère me disait mais je pense qu'il gère mal son argent ou qu'il le met dans autre chose. Mais quoi, on ne saura jamais. Tout est protégé sur son téléphone, tout est protégé sur son PC, on ne peut pas savoir. Et donc avec ma mère, on essayait quand même de comprendre, on essayait de lui poser des questions, enfin on essayait de ce qu'on pouvait, et on ne trouvait pas forcément, comme il disait, là ce mois-ci j'ai reçu un peu plus d'aide, là ce mois-ci un petit peu moins, enfin, et il s'arrangeait en fait sur cette excuse-là qui était possible, mais qu'on ne pouvait pas vérifier. Vous savez qu'il a eu des enfants, vous savez qu'il a eu une première femme, mais il a coupé
toute relation avec ses enfants et avec ses parents. Donc finalement, vous ne voyez pas cette ancienne vie, vous n'avez pas accès à son ancienne vie. Non, du tout. J'étais au courant qu'il avait eu du coup 2 enfants, ça oui, mais il n'y avait aucun contact avec ces enfants-là. C'est-à-dire que cette partie de la famille était oubliée. On n'avait pas de contact. Eux-mêmes, les enfants refusaient de contact auprès de lui. Ça a été surtout ça. Mais non, même lui n'en parlait pas. Donc non, ça a été, on va dire, une partie de sa vie qui est restée très floue, très inconnue. Après, concernant les grands-parents... Vous n'avez aucun lien avec vos grands-parents paternels? Aucun. De côté paternel, aucun. Sauf peut-être sa mère, puisque ses 2 parents ont divorcé, donc chacun avait refait leur vie. Donc du côté son père, aucun. Peut-être je l'ai vu 1 ou 2 fois dans ma vie, et encore j'en ai de très très vagues souvenirs, c'est pour vous dire. Côté maternel, on a eu quelqu'un qui était épistolaire. C'est-à-dire des fois on pouvait avoir un joyeux anniversaire en retard de 2 jours, comme on pouvait l'avoir le jour J. On pouvait avoir un joyeux Noël, des fois pas de nouvelles pendant 6 mois. Puis une petite nouvelle, mais ça restait très épistolaire. Vous ne savez rien en fait de votre père, finalement, c'est un homme que vous allez découvrir après la disparition de votre maman. Alors justement, dès les premières heures de la disparition de Karine, votre mère, vous semblez avoir des suspicions sur Michel, mais vous ne le dites pas. D'ailleurs, on le voit très clairement dans les médias, quand vous êtes interviewé, vous acceptez de répondre, vous dites que qu'il n'y a rien contre votre père, mais en réalité, au fond de vous, quelque chose vous dit qu'il est responsable de la disparition de votre maman. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne montrez rien pendant ces 2 mois et demi? Alors, je montre rien parce que on nous a demandé de rester le plus neutre possible, de s'éloigner le plus possible des journalistes à ce moment-là, de faire comme si, de pas intervenir en fait dans l'enquête, de laisser les gendarmes faire leur travail, déjà pour commencer, qui ont fait un travail fabuleux. On a quand même cet espoir quelque part qu'elle soit encore en vie, et plus le temps passe, plus on a cet espoir qui grandit en disant mais on l'aurait retrouvé depuis le temps. Et à la fois on a l'autre côté qui nous dit mais c'est pas possible, c'est lui. Donc on a 2 sentiments très paradoxaux. On a à la fois l'espoir et... Pourquoi vous vous dites c'est lui? C'est lui parce que rien correspond dans le caractère de ma mère. Rien. Jamais elle aurait abandonné les enfants. Jamais elle serait partie comme ça à l'aventure. Encore moins avec potentiellement un inconnu ou non. Jamais elle aurait envoyé ce genre de message à ma jeune sœur pour lui dire qu'elle a besoin de se retrouver, de partir. Mais jamais. Jamais elle aurait fait ça. Et puis même, elle nous aurait contactés, nous les plus grands. Que ce soit mes grands frères ou moi, elle nous aurait contactés à un moment ou un autre, sachant qu'elle devait, je devais monter en Vendée 2 semaines après et elle devait venir me voir dans le sud aussi. Enfin, je veux dire, c'est que jamais elle serait partie alors qu'elle attendait qu'une chose, c'est pour venir me voir dans le sud. Comment était-elle, votre maman? Vous parlez d'une maman très proche de ses enfants, gentille. C'était qui? Quelles étaient ses passions? Comment vous la définiriez? Je dirais que c'était une maman poule, des fois un peu trop protectrice sur des choses, peut-être un peu trop fermée sur certains sujets, comme toutes les mamans, j'ai envie de dire. Mais c'était une maman qui était aussi pétillante, qui rigolait, qui adorait la musique qui bouge, pas la musique triste, la musique qui bouge, beaucoup la disco, entre autres, où on dansait. On était sur une maman qui avait de l'humour, qui rigolait, qui avait envie de vivre, qui adorait bricoler et partager la passion à ses enfants qu'il faut prendre soin des objets. À l'inverse de votre père, si je peux me permettre, puisque vous disiez que c'était un homme plutôt taciturne, qui n'aimait pas sortir et qui n'aimait pas voir du monde. Comment expliquez-vous cette grande différence de caractère entre votre père et votre mère? Alors là, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre, en fait, ce que l'un a pu trouver à l'autre. C'est-à-dire qu'on est sur une maman pétillante, on est sur que la personne en face, une personne qui n'aime pas trop sortir, qui est un peu casanière, qui n'est pas trop sociable. J'ai 2 questions pour vous, Eva-Louise. Qu'attendez-vous? Quelle réponse attendez-vous de votre père? Est-ce que vous attendez qu'il donne des réponses dans un futur procès? Et comment vous allez aujourd'hui? Les réponses que j'attends, c'est qu'est-ce qu'il lui a fait réellement? Quand est-ce que cette idée de la tuer a émergé dans sa tête? Pourquoi il l'a passé à l'acte? Pourquoi il en est arrivé à là?
en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand il avait ce projet de la tuer? Et est-ce qu'il s'est permis de la regarder droit dans les yeux, de savoir qu'il allait passer à l'acte à un moment ou un autre, qu'il avait peut-être prévu de chercher des choses? On est sur quelqu'un qui ne parle pas, on est sur quelqu'un qui ment très bien, on est sur quelqu'un qui brouille très bien les pistes aussi. Oui, on attend des réponses, oui, on sera toujours en quête de réponses, oui, on a envie de savoir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, on a envie de savoir. Pour avancer. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé, quoi en penser, et même se dire qu'est-ce qu'il a pu lui faire. Parce que là, on a le cerveau qui imagine tout. En fait, là, on a la possibilité de tout imaginer. Est-ce que c'est passé pour une dispute ou pas? Est-ce qu'elle l'a senti venir? Enfin, c'est tout ça, en fait. Donc, non, on attend des réponses. C'est comme ça. On se bat pour la vérité. On fait des recherches. On fait du mieux qu'on peut. Mais il y a des réponses que lui seul a, en fait. Tout simplement, il peut dire. Et vous apportera, on espère, un jour. Merci beaucoup, Eva-Louise. Je rappelle que vous êtes la fille de Karine Esquivillon et je vous remercie de nous avoir accordé cette interview pour Homicide. Merci beaucoup. Avec plaisir. Juillet 2022. Michel Pial veut se rendre utile auprès de réfugiés ukrainiens. Il appelle l'association Vendée-Ukraine. Une mère et ses 2 filles de 16 et 18 ans, originaires de Kherson, viennent d'être rapatriées en bus jusqu'à la commune de Maché. Puis, c'est au tour de son conjoint et de son fils de les rejoindre au mois d'août. Michel Pial prend tout en charge. Il leur trouve un logement, un travail dans une entreprise d'élevage de volailles, scolarise les filles dans le même établissement que ses enfants, il gère même les rendez-vous chez le médecin et les papiers administratifs. Il est admirable. Michel ouvre aussi un compte en banque pour la famille ukrainienne sur une banque en ligne, sur lequel leur sont versés leurs salaires et les aides de la CAF. Le compte est à leur nom, mais seul Michel Pial en a l'accès. Le problème, c'est qu'1 an plus tard, Michel est interpellé et la famille ukrainienne a besoin d'avoir accès à son compte. Alors la mère recontacte l'association Vendée-Ukraine pour demander de l'aide. L'accès au compte est finalement débloqué quelques semaines plus tard. Et vous savez quoi? L'argent a été siphonné. Et les enquêteurs découvrent que Pial a ouvert un compte au Luxembourg pour virer l'argent des Ukrainiens sur ce compte. Un possible détournement de fonds. Karine Esquivillon s'en serait-elle rendu compte et aurait-elle menacé son mari de le dénoncer? Adélaïde, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Caroline, merci de m'avoir invitée. Vous êtes la sœur de Karine Esquivillon. Avant de revenir, puisqu'on vient de l'entendre, j'en ai parlé sur cette possible affaire de détournement de fonds de Michel Pial, j'aimerais que l'on prenne du temps pour parler de votre sœur, évoquer votre enfance avec Karine. Karine était votre grande sœur de très peu, vous allez nous expliquer, vous avez peu d'écart. C'était quoi votre enfance avec Karine ? C'était une enfance plutôt joyeuse. Nous avons vécu toutes les deux à la Frette-sur-Seine, dans le Val d'Oise, auprès de nos grands-parents et de notre papa. Karine est née le 18 mars 1969 à Pontoise et moi le 19 juin 1970 à Argenteuil. Voilà, et nous avons partagé notre enfance à la Frette-sur-Seine, dans le Val d'Oise. Élevée par vos grands-parents paternels? Par nos grands-parents paternels du côté de papa. Notre maman est partie lorsque l'on avait 7-8 ans à peu près. Elle s'est séparée de notre papa et nous sommes donc restés à la Frette. Je sais pas si on a bien compris à l'époque, ce qui s'était passé entre nos parents. C'était peut-être pas expliqué comme ça peut l'être aujourd'hui. C'était certainement plus tabou. Mais malgré tout, on a été entourés de sécurité quand même, d'amour, de bienveillance, avec des grands-parents fantastique, vraiment très ouvert d'esprit. Karine grandit, vous aussi, vous devenez des adolescentes inséparables, vous m'avez raconté au téléphone. Et puis Karine va fonder assez vite une première famille, elle se met assez vite en couple. Comment ça se passe? Racontez-nous cette période de Karine. Elle a rencontré son futur premier mari durant des grandes vacances, puisqu'on allait tous les étés à Cannes avec donc nos grands-parents. Et cette année-là, on rencontre son futur mari. Et donc là, nous sommes en 87-88 à peu près. Et elles fondent très vite une famille avec lui, avec cet homme. Ils sortent ensemble et donc lui vit en région parisienne, la rejoint. Ils prennent un premier appartement, ils s'installent et rapidement, en juin 91, arrive le premier enfant du couple. Et puis il y aura un deuxième enfant et puis finalement cette famille décide de quitter la métropole et ils partent s'installer à La Réunion.
Alors oui, avant il y a eu plusieurs déménagements, donc en juillet 98, ils s'envolent pour la Réunion. Et puis finalement le couple vacille, vous l'apprendrez puisque votre sœur rentre en France, et le grand drame de votre sœur, c'est que les 2 garçons restent avec leur papa. Est-ce qu'à ce moment-là, dans l'existence de votre sœur, vous en faites partie? Est-ce qu'elle se confie à vous? Oui. Comment ça se passe? Alors le couple se marie quand même en janvier 99. Je fais l'aller-retour pour le mariage. Et donc en juin 2020, Karine revient pour mon mariage, donc religieux, et le baptême de mon 2e fils. Bon, j'étais déjà au courant, je sentais dans la famille, plusieurs personnes sentaient que le couple vacillait un peu. Et oui, elle me le dit. Elle me le dit, quand elle revient en juin 2020, elle est amaigrie, contrariée, nerveuse, et là je comprends que je dirais pas la fin du couple parce que on sait jamais, mais bon, qu'il y a quelque chose d'une sorte de rupture quand même. On sent que Karine n'est plus bien dans ce couple, et j'ai même une sensation de elle se sentait loin. Et je pense que sa famille lui manquait. Et pourtant, on est tous venus la voir là-bas très rapidement, parce qu'en réalité, elle n'est pas restée longtemps. Elle est restée 2 ans. Il y a eu beaucoup de visites en 2 ans, malgré tout. Donc, quand elle s'est mariée, je suis venue à l'été 99. Je suis passée presque 2 mois là-bas. Ma tante est venue, une cousine. Enfin, il y a eu quand même pas mal de visites. Mais même moi, quand j'ai passé l'été 2000, je la sentais pas... épanouie, heureuse. Elle prenait pas son bonheur sur cette île. Pourtant, ils étaient super installés. Ils avaient réussi à trouver un beau logement. Je veux dire, ça pouvait faire carte postale. Et puis non, là, j'ai trouvé Karine pas satisfaite, pas bien, mais elle ne me disait pas vraiment les choses comme ça. Il y avait toujours beaucoup de pudeur entre nous, mais je la sentais pas bien. Voilà. En tous les cas... Et ça se révèle. Ça se révèle. Ouais. Le couple ne va pas bien. Elle se sépare de son premier époux. Et elle rentre en France en 2000, elle ne va pas bien, à tel point que 2 ans après son retour, elle demande son internement dans une maison, une clinique de repos, c'est ça? Oui. Alors moi, à l'époque, elle habitait à la maison pendant plus d'1 an. Elle voulait ses enfants se séparer, qu'elle se réinstalle correctement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, elle a trouvé un petit logement, donc un travail, elle s'est acheté une voiture, elle est allée les voir à La Réunion une fois. Et ensuite, elle s'installe dans son petit logement à La Frette. Et là, elle déprime. Elle comprend que les enfants viendront pas, que si elle veut les voir, faudra qu'elle aille tout le temps là-bas. Elle a de moins en moins de nouvelles d'eux. Quand elle appelle, ça répond pas. On sent un espèce de plat comme ça, très pesant. Et Karine, là, elle déprime fort. Et je pense que c'est à ce moment-là, elle mangeait pas. Elle était très, très nerveuse, très amaigrie, encore plus qu'en 2000. Donc, on est quasiment 2 ans après, et là, j'apprends qu'elle fait une dépression. Le médecin l'arrête, et j'apprends qu'elle veut l'interner pour se reposer, une sorte de maison de repos. Après, je sais pas quels soins elle a reçus là-bas, mais elle était en maison de repos. Elle se retrouve dans cette maison de repos, et c'est ici qu'elle va rencontrer Michel Pial. Oui. Elle vous en parle? Oui, tout de suite, rapidement, qu'elle a rencontré quelqu'un à la salle de gym de la clinique. Elle me le dit tout de suite, et d'ailleurs, elle nous le présente dans la foulée. Et quelle est votre première impression? Sur le coup, ça me fait plaisir de rencontrer cette personne. À ce moment-là, je retrouve une Karine plus pimpante, qui reprend quelque chose, de la force. Alors je me dis, le fait de rencontrer quelqu'un qui lui donne envie, qui la sort de cette déprime, super, c'est bien. Je suis plutôt contente. Et quand je le vois, on se fait un petit apéro ensemble. Je me rappelle, ils sont arrivés tous les 2 à notre domicile avec mon ex-mari. On a passé quelques heures, 2-3 heures. Ils sont pas restés le soir, pas dîner. On a pris un apéro. C'était au beau jour, je me souviens. Et je l'ai trouvé pas timide, chaleureux, à discuter facilement, nerveux, assez nerveux, assez quelqu'un qui regarde partout, qui est très en alerte un peu, je dirais. Mais on est en 2002, on est loin bien sûr, de ce qui va se passer. Je crois que j'accueille la décision de Karine, son nouveau compagnon. Après, je sais pas, ils viennent de se rencontrer. Et puis, finalement, ils partent s'installer. Alors, ils vont aller d'abord en région parisienne, puis en Bretagne. Ouais. Et puis, finalement, ils s'installent dans cette maison à la Malnou, en Vendée. Et là, vous voyez de moins en moins votre sœur. Vous dites qu'elle s'éloigne. Enfin, en tout cas, certes, vous avez des relations un peu compliquées. On peut le comprendre, ça arrive entre des sœurs. Mais finalement, vous ne la voyez plus. Oui. Quand elle part en Vendée, progressivement, je dirais heureusement, il y a le téléphone. Après moi, à ce moment-là, donc ils sont arrivés à la Malnou. Ils sont partis en 2006. Ils ont quitté Auvers-sur-Oise en 2006. Et ils sont arrivés, il me semble, à la Malnou en 2008. Il y a le téléphone. On s'appelle beaucoup. Ça fonctionne très, très bien. Il y a beaucoup de téléphones. Mais pas de déplacement là-bas. Vous êtes déjà allé à la Malnou ?
Oui, plusieurs fois. Ouais. Oui, j'y suis allée donc en 2010, j'y suis allée en 2013, 2014. 2014. Et comment vous voyez votre sœur à ce moment-là? Comment vous ressentez votre sœur? Comment vous ressentez le couple? Elle est dans un univers, je la ressens toujours, je ferme les yeux, je pense fort à elle, je la sens toujours quand même préoccupée, toujours un peu agitée, toujours... c'est pas agité, mais toujours un peu préoccupée, Karine. Et puis moi, je lui pose pas de questions trop personnelles. Je veux dire, elle sait qu'elle peut venir vers moi. C'était le cas en 2000 quand elle s'est à nouveau séparée. Je veux dire, je l'aurais accueillie même là où je suis maintenant. Enfin, je veux dire, on s'est toujours dit qu'on était, là l'une pour l'autre. Toujours. Ça, c'est quelque chose de entre nous, on n'a même pas besoin de se le dire, quoi. On se protège. Et puis là, je sens qu'elle me confie pas, je demande pas non plus, je reconnais. Et puis bon, les enfants naissent. Il y a 3 enfants. Donc il y a des problèmes en plus. Donc, dont la naissance de qui était un grand prématuré, donc il y a des mois d'hospitalisation. Ils ont même habité à la maison des parents, des enfants hospitalisés. Il y a Eva Louise qui naît en 2002, 2003. Et est-ce qu'elle vous parle de son mari? Non, Karine me parlait pas beaucoup de Michel. Alors si, comme quelqu'un de très intelligent, beaucoup. Elle me disait beaucoup. Elle me disait souvent qu'il avait un QI très ceci cela, qu'il était très doué, au potentiel intellectuel. Donc c'est ce qu'il lui disait. Oui, je pense. Oui, certainement. Parce qu'il n'y avait pas de documents à l'appui. Oui, puis Karine est très naïve. Elle croyait facilement. Si c'est le dernier qui a parlé. Et quand vous lui demandez de quoi il vivait, c'est parce que alors c'est pas une question que j'ai posée directement, parce que ça me gênait un peu, parce qu'elle écoutait, il faisait toujours 1000 choses. Donc, lui oui, toujours 1000 choses. Alors, je l'ai connu, alors quand je l'ai connu, j'ai entendu qu'il était architecte, ensuite, il a travaillé pour Beneteau, ensuite, il a travaillé chez Canal, ensuite, il a travaillé en restauration, après, il a été navigateur, et en 2014, la dernière fois que je les ai vus, il me dit d'une façon très solennelle qu'il est agent secret. Ah, il vous l'a dit aussi? Oui, en 2014. Et vous y croyez? Non, pas du tout. Absolument pas. Mais je fais pas de vagues, pas d'histoire. Karine est à côté. Il y a mon ami de l'époque qui est là. On allait partir. D'ailleurs, on avait passé quelques jours là-bas. C'est les dernières fois que je les ai vus. Et là, il nous sort ça, parce qu'il y avait des médailles avec des vieilles photos. Et donc là, il nous dit ça comme ça, de but en blanc. Alors l'histoire racontera que tout est faux, bien sûr. Alors, vous ne la voyez pas, mais vous l'avez quand même régulièrement au téléphone. Beaucoup. Puis ça peut durer. Et vous racontez que vous sentez qu'elle est épiée. Il est derrière elle, il écoute les conversations. Ça, vous le sentez? Je crois que si j'ai eu 3 fois ma sœur au téléphone sans Michel, et encore. Et comment vous savez qu'il est là? Mais tout le temps, parce que j'entends. Il est là, ou à un moment, je dis, ça va Michel. Moi, ça me dépassait, quoi. Et puis, c'est vrai que j'ai eu aussi tous ces soucis perso qui fait qu'à un moment, je suivais plus trop, quoi. Bien sûr. Vous dites, je t'ai dépassé. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes inquiété pour votre sœur? Oui, mais toujours, même quelques temps avant. J'avais un poids et j'en parlais beaucoup à mon ami de l'époque et je me disais toujours pas comment ça va finir. Je comprenais plus. Et il y a même peut-être une fois où je me suis dit, mais je comprends rien, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, toutes ces histoires de déménagement. Il y a eu des problèmes avec l'école. Donc à un moment, elle a fait une croix sur la Vendée, elle s'est braquée. Karine, quand elle se braque et elle voulait partir de là-bas. Et donc lui promettait, ils ont l'argent, t'inquiète pas, tout va bien, on va trouver une grande maison, parce qu'il y a 3 enfants, mais faudra trouver l'école. Donc il y a toujours un problème avec l'école, ce qui empêchait le déménagement. Quand on avait trouvé la maison, il n'y avait pas l'école, ou ça allait pas, ou il y a même eu un moment, il devait aller dans les Landes. Enfin, c'était très, C'était très compliqué. Très compliqué. Puis elle me dit, on déménage, il y a un mois d'octobre, elle me dit, on part à la Toussaint. Donc c'est plutôt rassurant, puisqu'on reçoit la photo d'une belle maison, ils ont emballé, ma sœur me dit, tout est emballé, je suis en train de faire des cartons. Et je lui dis, ok, tu me donnes des nouvelles quand même. Moi, je suis contente pour eux. Je me dis, elle arrive à quitter la Vendée. Ils ont trouvé une belle maison dans le sud. Je crois que c'était Paverny, je sais plus. Enfin, voilà. Et là, plus de nouvelles. J'envoie un petit texto. Alors, le déménagement s'est bien passé. C'est plus de nouvelles. J'ai eu 2 mois et demi sans nouvelles. Et en fait, ils sont jamais partis. Jamais. Donc, tout était, en fait, jamais. Mensonge, ils sont jamais partis. Je sais, même Karine, elle me dit, je fais les cartons. Donc, donc, elle a dû y croire. Et à un moment donné, au moment tilt, je pense qu'il lui a dit, non, on part pas, j'achète pas. Bien sûr. Donc tout, et là elle revient vers moi vers les fêtes, mais je dis alors, je suis un peu vexée, un peu pas contente, en me disant mais tu me dis que tu pars, je te demande des nouvelles, t'es bien arrivée, puis moi du coup je suis pas retournée vers elle parce que j'étais un peu vexée quoi. Je me dis mais c'est quoi cette histoire? Et je dis à mon conjoint mais je comprends rien. Je dis qu'ils partent, les cartons sont faits, c'est en train de se faire, ils vont partir aux vacances de la Toussaint et là il y a rien. Il y a rien, elle me dit non, on est à la Malnou, on n'est pas parti. Et là, j'imagine, elle, sa déception en réalité, mais elle me le dit pas.
Pas vraiment, mais je comprends un agacement, je comprends qu'elle... Enfin, j'imagine pas contente, quoi. En tous les cas, on l'apprendra bien sûr après sa disparition. Le couple vacille, ils sont plus vraiment ensemble, ils cohabitent plus qu'ils ne sont ensemble. Vous apprenez que Karine a disparu, malheureusement. Quelle est votre toute première impression? Est-ce que vous vous en rappelez? Oh, j'oublierai jamais ce qui m'a traversée. Non, j'oublierai jamais. Le 31 mars 2023, non, impossible. Le téléphone sonne, je m'étais un peu assoupie ce jour-là, j'étais malade. Et on essaye de me joindre de plusieurs côtés. Et je regarde mon téléphone, je vois plein d'appels, tout le monde essaye de me joindre. Donc je rappelle tout de suite et il me dit, il s'est passé quelque chose d'important. Et bon, je suis assise, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tata, maman a disparu. Et là, je crois que je suis descendue de 100 mètres sous terre, quoi. Je peux pas vous dire ce qui m'a traversé tellement c'est fort. Et là, j'ai le sentiment vraiment profond que quelque chose de grave s'est passé. Et ça m'a tout de suite, immédiatement, à la seconde. À la seconde, c'est instantané. Est-ce que vous suspectez tout de suite Michel? Moi, personnellement, oui. Pourquoi? Parce que je trouvais pas clair, il y a des tas de choses que je comprenais pas. Et du coup, j'avais l'impression non pas de comprendre clairement, mais de me dire, c'est impossible, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est passé quelque chose. Je peux pas croire Karine qui disparaît à 16h30 dans sa maison, en plus tel qu'il a décrit les choses. Je le crois pas. Ça sonne faux. C'est même pas, j'ai essayé un jour, ça faisait peut-être 3 semaines que je le savais. J'essayais de l'imaginer, mais ça a volé en éclats. Je disais non, elle part pas de chez elle. Je connais son implication, je sais comment elle est avec ses enfants. Je sais à quel point elle les aime, et là, ça passe pas. Je le crois pas. C'est pas possible. C'est pas le genre de femme qui partirait et qui abandonnerait ses enfants. Non. Au bout de 2 mois et demi, il est interpellé, il est en garde à vue, et au bout de 48 heures de garde à vue, il finit par craquer et il avoue avoir tué Karine, votre sœur. Mais il parle d'un accident. Qu'en pensez-vous? J'ai du mal à le croire aussi, ce qui ment tellement, même si c'est difficile d'imaginer qu'il a voulu supprimer Karine volontairement. Mais moi, je le crois pas. Je le crois pas. J'imagine pas ma sœur en train de se balader dans la maison, même d'être assise à la table là où elle est. Je l'imagine bien. Je sais comment elle se mettait, lui en face, boire son petit café et avoir Michel à côté qui nettoie l'arme. Non, ça existe pas, ça. C'est pas vrai. Karine avait très peur des armes, elle était plutôt même un peu pétocharde, je dirais. Elle détestait la violence, elle détestait les armes. Je la vois pas dans la maison comme ça, circuler, faire son repassage, vaquer à ses occupations. Puis l'autre, il est là en train de nettoyer son arme avec le silencieux. Je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas. L'enquête est toujours en cours. Il a bien évidemment avoué avoir tué votre sœur accidentellement, selon lui. Il y a un élément qui interroge les enquêteurs. Évidemment, vous avez suivi. Un proche de Karine aurait rapporté à la justice une conversation qu'il avait eue avec elle. Je vous le dis, elle m'avait dit qu'elle avait des doutes qu'il se passe quelque chose entre Michel et l'une des 2 filles de la famille ukrainienne, dont j'ai longuement parlé dans cet épisode. Quand elle me parlait de ça, dit-il, pour moi, il s'agissait de relations de l'ordre intime entre eux. Il l'a dégoûtée de ce fait car elle pensait qu'il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Alors, il y a cette hypothèse qu'il ait récupéré l'argent de ces Ukrainiens, et il y a une autre hypothèse, le procès le dira, on est simplement dans les hypothèses, qu'il ait éventuellement pu avoir une relation avec une mineure, que votre sœur l'ait découvert. Cette hypothèse, qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Mais bon, je vais rester prudente. Bien sûr, restons prudents. Mais voilà, en tout cas, il y a ces propos rapportés. Oui, c'est possible. Je pense pas que cette personne ait dit ça comme ça. Je pense que c'est possible. Donc elle s'était confiée quand même à quelqu'un, apparemment. Sauf cette personne, mais en tout cas, elle s'était... Voilà. Selon lui, elle s'était confiée. Moi, elle me l'a pas dit. Elle m'a rien dit. De toute façon, il était tout le temps là. Elle ne pouvait pas me parler. C'est pas possible. Si elle avait quelque chose à dire sur lui, il aurait fallu qu'elle attende un moment propice. Moi, je pense qu'elle était surveillée au niveau de son téléphone, puisque lui m'a dit, elle a dû installer, quand je l'ai eu au téléphone en mai, parce qu'une fois, il a voulu qu'on s'appelle, il m'a dit, elle a installé un VPN sur son téléphone. Elle a installé un VPN sur son téléphone, c'est même pas ce que c'est. Voilà. Bon, c'est pas une fille accrochée à son téléphone du tout. Donc, bien sûr. Non. Donc c'est pas ça. Alors peut-être qu'elle aurait pu vouloir le dénoncer, on ne sait pas. En tout cas, c'est les pistes qui sont évoquées dans l'enquête. Pourquoi sinon il l'aurait tué? J'imagine que la grande difficulté pour vous, Adélaïde, aujourd'hui, c'est de ne pas savoir pourquoi il a tué votre sœur. Comment vous le vivez? Oui, de pas savoir. Et puis j'ai beaucoup de mal à imaginer que qu'elle est plus là, quoi. Ça va être dur. Enfin, je sais même pas si je me rends compte parce que c'est pour toujours, quoi. Et puis oui, pourquoi?
Pourquoi il a fait ça? Je me demande si elle a pas découvert quelque chose au fond de moi. Je sens quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle a commencé de plus en plus à se rendre compte de qui il était vraiment. Peut-être de voir Michel Pial sous son vrai jour. Peut-être petit à petit, le fait de ne jamais déménager, le fait je pense de manquer d'argent. Je pense qu'elle lui donnait pas grand-chose. Une fois, elle m'a un peu confié ça, il y a 1 an et demi. Elle me demandait où j'en étais professionnellement, ce que je faisais pour gagner ma vie. Et je comprenais, elle avait une aide, mais elle avait pas beaucoup d'argent. Mais je lui disais, Karine, reprends confiance, reprends un travail, fais tes décos. Elle avait plus confiance en elle et je me demande s'il a pas bien aplati sa confiance à force. Je pense pas, moi, on m'a rapporté des gens assez proches ont entendu qu'il lui parlait très mal. Ça, je ne le savais pas, il l'a jamais fait devant moi. Mais on m'a dit à plusieurs reprises qu'il lui parlait mal. Qui ont? Des amis, des voisins. Il dit qu'elle était bonne à rien, qu'elle était moche, qu'elle était incapable. Mais je l'ai pas vu ça. C'est des propos rapportés. Oui, c'est des propos rapportés. En tous les cas, l'enquête est toujours en cours. Un jour, il sera renvoyé devant les assises. Qu'attendez-vous de ce jour, de ce moment où il sera face au juré? Lumière et vérité, hein. Lumière, la vérité, la justice, hein. Déjà, il y a la perte, le manque de Karine, et savoir que ses enfants vont grandir sans elle, et puis il lui a retiré la vie, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. J'aurais voulu vous garder plus longtemps avec nous en studio car il y a encore plein de questions à vous poser, mais il faut respecter le temps de l'enquête. Bien sûr. Merci beaucoup Adélaïde d'être venue courageusement témoigner dans Homicide. Je rappelle que vous êtes la sœur de Karine Esquivillon. Merci beaucoup Adélaïde. Merci à vous. Je rappelle également que l'enquête sur les circonstances de la mort de Karine Esquivillon est toujours en cours et le mobile du crime est également toujours recherché. Michel Pial, lui, est toujours placé en détention provisoire. Voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle saison de Homicide. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. N'hésitez pas à commenter sur Instagram, sur les réseaux sociaux cette affaire. Je vous dis à très vite.